Donc, dans cette seconde partie, on vous a présenté ce qu'étaient les météorites et on va plutôt vous parler de ce que leur étude nous apporte. Alors, en fait, elles vont surtout nous apporter des informations sur, d'une part, la formation de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, et d'autre part, sur la formation des planètes et comment elles ont évolué pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, ce qu'on sait sur la formation des systèmes planétaires, c'est que les étoiles et les planètes naissent par effondrement d'un nuage interstellaire qu'on appelle des nuages moléculaires, et ce sont des nuages de poussière et de gaz qui s'effondrent sur eux-mêmes et dans la région à cause de la gravité, et dans les régions, le cœur de ce nuage qui est au départ très froid, la température va monter jusqu'à ce qu'il y ait une étoile qui puisse s'allumer, et le gaz et la poussière qui étaient initialement dans ce nuage vont petit à petit s'aplatir et tourner autour de l'étoile pour former un disque. Et c'est les collisions entre les grains de poussière qui vont s'agglutiner pour former des objets qui vont être de plus en plus gros, qui vont donner naissance petit à petit aux planètes qu'on observe aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui est extrêmement rapide, puisque on forme les planètes du système solaire en quelques dizaines de millions d'années, et si on compare avec les processus géologiques qu'on connaît de la Terre actuellement, c'est très rapide, puisque par exemple, la formation des Alpes a commencé il y a 35 millions d'années. Donc la formation des planètes est plus rapide que la formation d'une chaîne de montagnes. Oui, ça. Donc alors, vous avez bien compris, donc on a ces poussières qui circulent dans le système solaire, et elles s'agglutinent, elles s'agglomèrent petit à petit les unes aux autres pour former des corps de plus en plus gros. Puis il y a certains de ces corps de plus en plus gros qui ont donné naissance à nos planètes. Et il y a aussi certains de ces corps qui étaient gros et qui n'ont pas survécu et qui ne sont pas devenus des planètes. Il y en a 8 dans le système solaire. Et certains ont été fragmentés et se retrouvent dans notre ceinture d'astéroïdes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a certains de ces gros corps qui ont été assez chauffés pour fondre. Et le métal a pu migrer au centre. Et comme la Terre, comme on vous l'a montré tout à l'heure, ils ont cette structure en couche avec un noyau à l'intérieur et puis diverses couches. Et c'est ce qu'on appelle des astéroïdes différenciés, dont sont issus les météorites différenciées, dont on vous parlera tout à l'heure. Et puis, alors, on a d'autres corps qui n'ont pas acquis cette structure en couche. Ce sont en fait simplement des agglomérats de poussière qui n'ont pas été modifiés depuis 4,5 milliards d'années. Donc il faut imaginer que ces poussières elles viennent de divers endroits. Chacune de ces poussières viennent de divers endroits dans le système solaire. Elles ont toute une histoire différente et on les a juste collées les unes aux autres. Tout ça n'a pas été modifié depuis 4,5 milliards d'années. Et c'est de ces corps dont sont issus les météorites non différenciées ou chondrites. Alors, quelque chose qui est spectaculaire des chondrites, peut-être la propriété la plus marquante des chondrites, comme celle-ci ou celle-là, c'est que si on regarde leur composition chimique à l'échelle de la roche totale, eh bien, si on fait à l'exception des gaz et qu'on compare ça avec le Soleil, avec la photosphère du Soleil, eh bien, cette composition chimique est identique à la photosphère du Soleil. La photosphère du Soleil, c'est la partie extérieure du Soleil. Et donc, vous imaginez que le caillou que j'ai dans la main là, qui fait 2 cm, il a la même composition chimique que la partie extérieure du Soleil. Et ça, c'est une propriété qui est extrêmement importante, parce que c'est ça qui nous dit que ces météorites sont faites de cette matière primordiale qui est à l'origine du système solaire. Si je ne dis pas de bêtises, la météorite dont je parlais tout à l'heure, donc Orgueil, c'est une des météorites qui a la composition, on va dire, la plus proche. C'est celle qui représente le mieux la composition du Soleil. Il y a des toutes petites différences, mais on parle en moyenne. Alors, donc ici, on a une tranche de chondrite. Et on voit bien qu'elle est constituée de plein de petites poussières différentes. On a pas mal de petites poussières qui ont plutôt une forme sphérique et qui s'appellent en fait, ce sont des chondres. Alors c'est des sortes de petites billes de roches fondues et en fait leur formation reste énigmatique. Ça fait 50 ans qu'on travaille dessus et il n'y a pas de consensus scientifique sur comment elles se sont formées dans le système solaire. Alors il y a dans certaines chondrites, elles vont constituer jusqu'à 80% de la matière de la chondrite. Donc c'est quand même des objets très importants. On a aussi ces inclusions qui sont de forme non sphérique et qui sont plutôt blanches. On en a une là et puis on en a une autre ici.
Alors ça s'appelle des inclusions réfractaires. Ce sont des objets qui sont constitués de minéraux qui se forment à très haute température, jusqu'à 1500 degrés Celsius. Et donc c'est des minéraux c'est des objets qui se sont formés très proches du Soleil. Alors, ce qui est leur caractéristique principale, hein, c'est qu'on les a datés, ces inclusions réfractaires, par diverses techniques géochimiques. Et ce sont les plus vieux objets du système solaire, qu'on a datés dans le système solaire. Elles ont 4 milliards 567 millions d'années. Donc là, hein, je suis en train de toucher un objet qui a 4 milliards 567 millions d'années et qui n'a pas été modifié depuis tout ce temps-là. Ouais, donc c'est assez... ouais. Pour compléter un petit peu sur les inclusions réfractaires, en fait, ces premiers objets, ces premières roches du système solaire, on pense actuellement qu'elles se sont formées alors que le nuage interstellaire, l'enveloppe interstellaire est encore en train de s'effondrer. C'est vraiment les tout débuts de la formation du système solaire. Ouais, donc, alors, voilà, donc il y a ces inclusions réfractaires. On le voit très peu hein, sur cette tranche, mais il y a aussi un petit peu de métal. Et pour finir, en fait, tous ces grains, vous voyez, ils sont entre tous ces grains, il y a une sorte de matière un peu grisâtre. C'est ce qu'on appelle la matrice. Ça sert à coller les grains ensemble. Un peu comme quand vous mettez des grains de sable ensemble, ils ne collent pas tout seuls, hein, il faut une sorte de ciment. Ce qui fait le ciment entre tous ces grains, c'est la matrice, c'est quelque chose qui a un grain très fin. Et donc alors, autant les inclusions réfractaires et les condes, on pense qu'ils se sont formés près du Soleil, ils vont nous renseigner sur ce qui s'est passé près du Soleil, la température, la pression, les conditions, quelles étaient les conditions physico-chimiques hein, près du Soleil au moment de leur formation. Autant là, dans la matrice, il y a des éléments qui se sont formés plutôt à basse température, donc peut-être plus loin du Soleil, et ils vont nous renseigner sur ce qui s'est plutôt passé loin du Soleil. Donc en étudiant voilà, chacun de ces petites poussières, hein, c'est un vrai travail de détective, et on a des informations sur les conditions qu'il y avait autour du Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Alors, peut-être un des composants les plus spectaculaires qu'on trouve dans les matrices des chondrites, c'est ce qu'on appelle les grains présolaires. Donc, c'est des composants qui sont extrêmement rares. C'est des grains qui sont tout petits, qui font de quelques nanomètres à quelques micromètres. Et en fait, ils ont des compositions qui sont très exotiques, qu'on ne peut expliquer que par des réactions nucléaires dans des étoiles. Donc, c'est des grains qui se sont formés autour d'autres étoiles avant la naissance du système solaire et qui ont été injectés dans le nuage qui a donné naissance au système solaire. Donc on vous a mis une petite image où on voit des photos de deux grains présolaires, des grains qui font quelques microns, un grain de graphite et un grain de carbure de silicium, mais il y a aussi tout un zoo de minéraux. Et c'est assez spectaculaire, assez impressionnant de penser que ces grains qui sont extrêmement petits, en fait, nous renseignent sur des choses qui sont extrêmement grandes. Et par comparaison, on vous a mis il y a des grains qui viennent de géantes rouges, il y a des grains qui viennent de supernovae. Donc on vous a mis une image de rémanente supernovae qui, lui, s'étale sur plusieurs années-lumière. Oui, et en fait, pour finir, en fait, dans cette matrice, dans la matrice de certaines de ces chondrites, donc en particulier dans les chondrites carbonées, on trouve de la matière organique. Alors, pour les enfants, la matière organique, hein, c'est ce dont on est composé, c'est la matière qui compose la matière vivante, qui compose la matière vivante. Et donc, dans certaines de ces chondrites, on en trouve jusqu'à 5% de matière organique. Alors, il y a tout un pan de chercheurs, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur cette matière organique parce que forcément, la question qu'on se pose, c'est puisqu'il y a des météorites qui tombent sur la Terre, est-ce que cette matière organique qui aurait été apportée par ces chondrites ont pu être à l'origine de la vie sur Terre il y a 4-5 milliards d'années. Alors elles sont fabuleuses, mais il n'y a pas que ces chondrites, donc il y a aussi les chondrites, les météorites différenciées dont vous avez parlé. Alors les météorites différenciées, elles viennent des diverses parties de notre corps différencié dont je vous allais parler tout à l'heure. Donc les météorites de fer, elles proviennent du noyau de ces corps différenciés, et puis les achondrites vont plutôt provenir en fait des couches externes, des couches soit du manteau, soit de la croûte de ces corps différenciés. Alors en étudiant ces météorites différenciées, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie comment le noyau de ces corps différenciés a pu être formé. Alors, faut savoir que sur Terre, on a un noyau, mais on ne peut pas aller jusqu'au centre de la Terre. Voilà, on n'est pas dans les romans de Jules Verne. Et on peut comment connaître notre noyau? Soit en faisant des manips,
soit des expériences de laboratoire, soit en les étudiant de façon avec des méthodes géophysiques, soit en étudiant les météorites de fer qui nous renseignent sur comment se forment les noyaux des corps planétaires. Voilà, donc c'est un exemple de ce à quoi ça sert d'étudier ces météorites de fer. Et de ce point de vue-là, en fait, peut-être un résultat spectaculaire de l'analyse, j'utilise beaucoup le mot spectaculaire, de l'analyse mais parce que je suis convaincu, donc, de l'analyse des météorites de fer, c'est que je dirais que dans ces 10 dernières années, en fait, on a fait énormément de progrès sur les méthodes de datation et on a été capable de montrer qu'en fait, ces météorites de fer, certaines la plupart même, sont issues d'objets qui avaient un noyau métallique liquide et qui se refroidissait et cristallisait, et qui s'était formé moins de 1 million d'années après le début de l'effondrement du nuage interstellaire pour donner naissance au système solaire. Donc c'est extrêmement rapide, c'était des objets avec une structure planétaire en couche comme la Terre qui se sont formés en moins de 1 million d'années. Alors voilà, donc on a des super météorites sur Terre, on les étudie, voilà, on adore ça, mais en fait on s'est rendu compte qu'elles échantillonnent, c'est-à-dire elles représentent qu'une infime partie, une petite partie de tous les corps qu'on a dans le système solaire. Et finalement, elle nous donne une information partielle sûrement sur ce qui s'est formé, sur ce qui s'est passé dans notre système solaire. Et depuis, alors à part les missions lunaires qui nous ont ramené des échantillons de la Lune il y a longtemps, en fait ça fait une vingtaine d'années qu'on développe des retours d'échantillons extraterrestres donc, qui viennent du système solaire sur Terre. Donc il y a eu, tout départ, il y a eu en 2004, il y a eu la mission Genesis qui a ramené des échantillons de vent solaire. En 2006, il y a eu la mission Stardust, donc américaine, qui a ramené des échantillons en fait, qui avaient été collectés. Donc là, c'était des grains qui avaient été collectés dans le queue d'une comète. Et récemment, donc, il y a des missions japonaises. Donc, tout d'abord, Hayabusa 1 qui a ramené des échantillons qui viennent d'un astéroïde qui s'appelle Itokawa. C'est une mission qui a bien fonctionné, qui a ramené quelques grains. On ne sait jamais beaucoup de matière sur Terre, donc ils ont pu être étudiés. Et puis actuellement, il y a Hayabusa 2 qui a été collecté en fait des échantillons, qui a été observé et collecté des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Qui est un astéroïde de type chondrite carbonée dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc qui contient sûrement beaucoup de matière organique. Donc voilà, ça risque d'être très 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 intéressant. La mission Hayabusa 2, c'est une sonde qui va accompagner en fait l'astéroïde Ryugu, enfin qui a accompagné l'astéroïde Ryugu pendant pratiquement 1 an et demi le long de sa trajectoire tout autour du Soleil. Et avec cette sonde, il y avait plusieurs atterrisseurs en fait qui ont été posés à la surface de l'astéroïde pour étudier de plus près l'astéroïde. Et une des particularités, c'était qu'elle avait un système de collecte d'échantillons pour ramener des échantillons sur Terre. Donc cette mission a atteint l'astéroïde au mois de juin 2018. Et donc on va vous montrer voilà, les premières images que les astronomes de la mission ont vues lorsque la sonde a atteint l'astéroïde. Donc on voit l'astéroïde qui est en rotation sur lui-même. Alors deux choses, en fait, alors c'est une mission japonaise, mais bien sûr il y a des apports de divers pays autres que le Japon, cette mission. Mais donc c'est une mission, voilà. Et alors deuxième chose, vous voyez que l'astéroïde il n'a pas du tout une forme sphérique, c'est plutôt une forme de diamant. Et donc alors si on regarde, vous voyez que vous devinez déjà des cailloux, des rochers à sa surface. Alors je pense qu'on n'arrive pas à réaliser, mais c'est quand même un astéroïde qui ne fait que 900 mètres de diamètre, donc c'est même pas la taille d'Orsay, et qui se trouve au moment où cette photo a été prise à 340 millions de kilomètres de la Terre. Donc on est capable quand même de photographier un tout petit truc qui se trouve très très loin. Alors une autre prise pour vous montrer la qualité des images. Donc vous voyez là, il y a une barre d'échelle en bas à gauche. Donc la barre d'échelle fait 1 mètre, c'est le petit trait blanc. C'est-à-dire qu'en gros, on voit des cailloux, on voit que la surface, il y a des cailloux qui font 1 mètre, voire moins. Alors ça c'est des photos qui ont été prises de l'orbiteur. Donc ça c'est une photo qui a été prise par un des atterrisseurs où on voit vraiment que la surface est très caillouteuse ou rugueuse. Et alors ça c'est l'atterrisseur Mascot
qui est un instrument qui a été développé en France et en Allemagne, donc en partie ici à l'université Paris-Saclay d'ailleurs. Et un des résultats, je crois, extraordinaires qu'a obtenu Mascot, c'est qu'il a pu prendre des photos de très près du sol de l'astéroïde. Donc là, vous avez une image qui vous montre des détails d'une finesse extraordinaire. Hein. Je vous rappelle, comme l'a dit Alice, on est à 340 millions de kilomètres de la Terre et on voit des détails qui sont millimétriques à la surface de l'astéroïde. Et en fait, ce qu'on voit dans ces photos, c'est que la roche qui constitue l'astéroïde, c'est une roche qui est globalement noire, avec des petites inclusions blanches ou claires, millimétriques. Et ça, c'est à peu près la texture qu'on voit dans certaines chondrites carbonées. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, il y avait plein de poussières les unes à côté des autres, puis il y a des petites inclusions un peu plus blanches que d'autres. Donc peut-être que ça correspond à ce qu'on voit dans les détails. Et donc peut-être que ce qu'on voit sur cette photo sont des condres à la surface d'un astéroïde. Voilà, donc ça c'est une représentation de ce qui s'est passé. Hein. Bien sûr, il n'y avait pas de caméra à l'extérieur pour filmer. Donc la sonde s'approche de l'astéroïde. Elle va envoyer ce qu'on appelle un marqueur. En fait, c'est un petit projectile qui va aller se poser à la surface de l'astéroïde pour localiser plus précisément l'endroit à laquelle la sonde va venir se poser, et puis elle va descendre au contact du sol, et avec cette corne que vous voyez dépasser, en fait, elle touche le sol pendant une fraction de seconde, une seconde, et la poussière qui est éjectée au moment du contact, une partie va rentrer dans la corne et va être collectée par la sonde. Donc il y a eu 2 collectes d'échantillons, une partie à la surface, je dirais, non modifiée de l'astéroïde, et puis il y a eu une deuxième collecte dans un cratère. Donc la sonde a envoyé un projectile qui contient 2 kg d'explosifs, et avant de déclencher l'explosion des explosifs, elle a été se protéger de l'autre côté de l'astéroïde pour éviter de recevoir des débris. Et tout ça se fait automatiquement, hein. Même toutes les collectes, tout est automatique, ça prend quelques dizaines de minutes, et bien entendu les temps de communication avec la Terre sont beaucoup plus longs que ça, donc tout est automatisé. La sonde déclenche l'explosion de l'explosif qui projette son projectile à grande vitesse à la surface de l'astéroïde et crée un cratère. Et après, la collecte se passe comme pour la première collecte. La sonde revient, photographie le cratère, étudie, voir si tout s'est bien passé. Elle va envoyer un marqueur de position qu'on voit maintenant, et puis petit à petit, et puis après ensuite, une fois que le marqueur est posé, elle va descendre à la surface de l'astéroïde, mais cette fois à l'intérieur du cratère, pour collecter du matériau qui est plus en profondeur dans l'astéroïde. Voilà cette simulation, ce que montre cette simulation. Bien, voilà. Donc là, ce qu'on voit, cette fois prise par une caméra qui était sur la sonde, on voit dans la moitié en haut à droite la sonde qui se rapproche de l'astéroïde, on voit l'ombre des panneaux solaires, et au moment où elle va toucher son ombre, et voilà, elle a eu l'impact sur l'astéroïde, et il y a eu énormément de poussières qui ont été éjectées à ce moment-là. Bon, on espère qu'elle en a collecté de la poussière. A priori, tout a fonctionné comme on voulait, comme tout le monde le voulait. Alors la sonde actuellement, elle est sur le retour, et elle devrait arriver fin de l'année, début de l'année prochaine, hein, donc fin 2020, début 2021. Et puis, si tout se passe bien, toi, tu iras en analyser au Japon. Donc, ça dépend en fait des équipes. Hein, c'est assez structuré comme analyse des échantillons. Et puis, nous, on devrait en avoir quelques grains qui devraient arriver à Paris-Saclay, à l'IS, courant 2021. Voilà. On verra ce qu'on en tient. Voie lactée. Eau, sœur lumineuse des blancs ruisseaux de Chanaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs, morts, suivrons-nous Daan, ton cours vers d'autres nébuleuses? Les démons du hasard selon le chant du firmament nous mènent à son perdu. Leurs violons font danser notre race humaine sur la descente à reculons. Destin, Destin, impénétrable, roi secoué par la folie, et ses grelottantes étoiles, de fausses femmes dans vos lits, au désert que l'histoire accable. Luitpold, le vieux prince régent, tuteur de 2 royautés folles, sanglote-t-il en y songeant quand vacillent les lucioles, mouches dorées de la Saint-Jean? Près d'un château, sans châtelaine, la barque, aux barcaroles chantant,
sur un lac blanc et sous l'haleine des vents qui tremblent au printemps, voguait, cygne mourant, sirène. Un jour, le roi dans l'eau d'argent se noya, puis, la bouche ouverte, il s'en revint en surnageant sur la rive, dormir, inerte, face tournée au ciel changeant. Juin, ton soleil, ardente lyre, brûle mes doigts endoloris, triste et mélodieux délire, gère à travers mon beau Paris, sans avoir le cœur d'y mourir. Les dimanches s'y éternisent, et les orgues de barbarie y sanglotent dans les cours grises. Les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. Soir de Paris, Ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways feux verts, sur l'échine, musique au long des portées de rails, leur folie de machine. Les cafés gonflés de fumée crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne, vers toi, toi que j'ai tant aimé. moi, qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murènes, la romance du mal-aimé, et des chansons pour les sirènes. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over.